La charmeuse de serpents. La charmeuse de serpents, le douanier Rousseau. La charmeuse de serpents. La forêt tremble, de monstrueuses machines l'assaillent, la tronçonnent, la débitent. Les animaux fuient tant qu'ils le peuvent, mais Anis, la perruche, est faite prisonnière par le chef de chantier. Seul Pablo semble touché par le sort de l'oiseau. Cependant, le son d'une flûte s'élève dans la jungle. Yadwiga, la charmeuse de serpents, se serait-elle éveillée? La charmeuse de serpents, d'Hélène Kérilis et Vanessa Hillé, aux éditions L'Élan Vert. Un bruit inconnu résonne sur le fleuve lisse qui traverse la jungle. Ça murmure au loin, puis ça enfle, ça ronfle, ça rugit, et des monstres de métal jaune donnent l'assaut, couvrant les voies de la forêt. Dans le vacarme étourdissant des moteurs, une scie mord la chair d'un arbre. Pied coupé, le monument de feuilles et de branches vacille. Il tombe, ébranlant toute la terre. Avec lui s'écroule un univers de brindilles, d'écorces, de mousses, de lianes, d'insectes et d'oiseaux. Cela fait une grande déchirure dans le ciel. Effrayés, Olive et son frère Anis regardent le désastre sans comprendre. Et brutalement, la nuit tombe sur les deux oiseaux, prisonniers d'un chiffon jeté sur eux. « Je les tiens !» Une main saisit Anis, mais Olive réussit à s'échapper en battant désespérément des ailes. Le chef de chantier pousse un juron et serre plus fort le petit corps de plume. Il jette Anis dans une cage. « La prochaine fois que je retourne à la ville, je te vends. Une jolie perruche comme toi, j'en tirerai un bon prix. » Malgré sa peur, malgré le danger, Olive s'entête à voler autour de la cage où son frère est prisonnier. Elle picore les barreaux, sans résultat. Elle finit par renoncer. Non loin d'Anis prisonnier, les moteurs continuent de vrombir et les arbres de tomber. Le cœur déchiré, Olive s'enfuit. Elle traverse le fleuve à tire-d'aile et s'enfonce au plus profond de la forêt, dans un labyrinthe de feuilles, de lianes et de fleurs, où les hommes n'ont jamais pénétré. Elle ne veut pas voir la beauté du jour. Elle n'imagine pas un instant de chasser les insectes. Elle vole de toutes ses forces, de toutes ses ailes, avec l'image horrible des barreaux qui strient le corps de son frère Anis. Soudain, Olive entend un air de flûte. Entre les arbres apparaît une silhouette aux longs cheveux couleur de nuit, accompagnée d'un grand oiseau aux plumes roses. Alors, Olive sait qu'elle est arrivée. Sur le chantier de défrichement, Pablo est sous les ordres du cuisinier en chef. On le charge de toutes les corvées: allumer le feu, mettre l'eau à bouillir, cuire les ignames et les patates douces, faire la vaisselle et la lessive. Il doit aussi nourrir l'oiseau prisonnier. « Le pauvre !» murmure Pablo. Anis sent que son malheur d'oiseau touche le cœur du garçon. Pablo ouvrirait la cage avec soulagement, mais il a très peur du chef de chantier. Justement, le voilà qui arrive. « Oust, le mioche! Touche pas à ma bestiole ou tu auras affaire à moi !» Le soir, les machines se taisent. Dans la cabane de chantier, les ouvriers continuent leur vacarme d'humains, sauf Pablo. Allongé dans son hamac, il écoute les milliers de respirations qui palpitent dans la nuit. Soudain, il se redresse. Quelques notes de musique se mêlent au bruissement de la forêt. On dirait un air de flûte. À la clarté de la lune, Pablo distingue, à côté des engins, des yeux qui brillent dans le noir. Accompagné d'un grand oiseau, une silhouette aux longs cheveux couleur de nuit joue de la flûte.
Entraînées par la musique, des bêtes au long corps souple quittent les arbres et viennent s'enrouler autour des machines. Puis, le ciel se couvre, les ténèbres tombent sur le chantier et engloutissent tout jusqu'au matin. Le lendemain, Pablo est le premier levé. Il allume le feu, met de l'eau à chauffer et saisit une pile de gamelles. Il jette un coup d'œil sur le chantier. La pile de gamelles dégringole sur le sol. Pablo court réveiller le cuisinier. Bientôt, tout le monde est en émoi. Les ouvriers se poussent les uns les autres et regardent les machines sans en croire leurs yeux. Sur les engins court un réseau de lianes inextricables qui enserrent volants, roues, chenilles, leviers de vitesse, moteurs, scie, pelle. Le chef accourt et pousse un juron. Le chantier va prendre du retard. « Dégagez-moi tout ça en vitesse !» hurle-t-il. Mais les ouvriers ne bougent pas. Ils prononcent avec crainte le nom du grand esprit de la forêt. Qu'ont-ils fait pour susciter sa colère? « Baliverne !» crie le chef de chantier. « Je me fiche pas mal de votre grand esprit à la noix. Au travail! Ceux qui se défilent, je les mets à la porte, compris ?» Après bien des hésitations, les ouvriers finissent par obéir. À midi, les machettes sont venues à bout des lianes et le vacarme des moteurs couvre les voies de la forêt. La nuit suivante, la silhouette aux longs cheveux se glisse à nouveau hors de la forêt, plongée dans les ténèbres. Pieds nus, elle s'approche avec son compagnon aux plumes roses. Leurs pas s'impriment dans la terre bouleversée par les engins et tracent autour du chantier un cercle magique. La flûte vibre dans la nuit et au fond de sa cage, Anis reprend espoir. Le lendemain, dès son réveil, Pablo jette un coup d'œil sur le chantier. Cette fois, rien d'anormal. Il va nourrir l'oiseau en cage. Le pauvre animal penche la tête de côté, saisit un barreau dans son bec et tire de toutes ses forces. Pablo comprend très bien ce qu'il veut dire. « Ouvre-moi cette cage !»« Je voudrais bien, » murmure Pablo, mais il n'ose pas. Une fois le petit déjeuner avalé, les ouvriers du chantier montent sur les machines. Clé de contact, démarreur, coup d'accélérateur, mais une vague de terreur s'empare alors des conducteurs. Ce n'est pas un bruit de moteur qui s'échappe des engins, mais des feulements, des plaintes et des gémissements de bêtes désespérées. Les ouvriers quittent leur poste en courant et se rassemblent en foule tremblante. « Les machines! Elles sont ensorcelées! C'est le grand esprit de la forêt! C'est Jadwiga !»« Ça suffit !» hurle le chef de chantier. « Vous n'avez qu'à vous boucher les oreilles !» Les ouvriers résistent un peu plus que la veille, mais finalement, le travail reprend. Peu à peu, les plaintes s'éteignent d'elles-mêmes, remplacées par le bruit infernal des moteurs. Pour la nuit suivante, le chef prend des mesures. Une demi-douzaine d'hommes montent la garde autour des engins. L'oreille aux aguets, ils frissonnent à l'écoute des voix mystérieuses de la forêt. Sous chaque feuille, on perçoit des frémissements et des cris étouffés. On sent des frôlements. On imagine 1000 souffles secrets. Avant l'aube, à l'heure où le ciel perd ses étoiles, les gardes, fatigués, s'abandonnent au sommeil. Alors, Jadwiga sort de l'ombre. Accompagnée de son oiseau rose, elle fait le tour de chaque engin de chantier et sa flûte les ensorcelle, les uns après les autres. Les machines se mettent en route sans un bruit et commencent à creuser. On entend juste le bruit de la terre qui retombe sur le bord du trou.
Pourquoi Pablo se réveille-t-il en sursaut? Est-ce la flûte qui l'a alerté? Ou bien l'oiseau en cage qui frappe désespérément à la porte de ses rêves? Le garçon quitte son hamac. Sous la lune qui pâlit, il reste pétrifié en voyant les engins ensorcelés, qui, silencieusement, creusent leur propre tombe. Pendant ce temps, Jadwiga s'est tournée vers le fleuve, tout en continuant à jouer. La parcelle de jour dans ses yeux, lui, tandis qu'elle regarde au loin une île couverte de palmiers. Irrésistiblement attirée par la musique de la flûte, l'île se met en mouvement, et comme un navire de verdure, elle cingle vers la berge et vient accoster. Telle est la force de la flûte que Jadwiga plie à son vouloir, la montée de la sève, la respiration des feuilles, le souffle des bêtes et le cheminement des forêts flottantes. Alors, Pablo court à la cage d'Anis, libère l'oiseau et s'approche du navire de verdure. Son cœur est entré dans le cercle magique de la flûte. Jadwiga pose le pied sur l'île. Un cortège de panthères, de singes, de tigres, d'oiseaux, de serpents, de tortues et de papillons lui emboîtent le pas. Olive et Anis réunis viennent se percher sur son épaule. Pablo jette un dernier regard sur les engins qui finissent de s'enterrer, sur les gardes endormis et la cabane de chantier encore plongée dans le noir. Puis il monte à son tour sur le navire de verdure qui s'éloigne sans un bruit. Sur le fleuve lisse, le sillage de leur traversée s'est effacé. Les rides de lumière reprennent leur forme régulière et dans le matin clair ne bruissent plus que les voix de la forêt. La charmeuse de serpents, le douanier Rousseau. Fin.